Bonjour à toutes et à tous, on vous espère toutes et tous en pleine forme à l'aube donc de ce deuxième jour du congrès qui accueillera dans une heure Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Programme très dense, très riche aujourd'hui au cœur de ces plénières puisque nous allons parler d'intelligence artificielle mais également des enjeux environnementaux. On se demandera également comment le modèle mutualiste peut rester ou redevenir, selon certains points de vue, lisible, désirable et motivant. Et puis, on verra également en fin de journée, on s'interrogera sur comment finalement, alors que les réponses traditionnelles s'essoufflent, comment on peut imaginer de nouvelles formes de solidarité. Voilà pour le programme de la journée. Mais d'abord, Caroline, engageons-nous. Oui, parce qu'on va parler d'engagement, et c'est vrai que quand on parle d'engagement, on voit bien que les formes d'engagement se transforment, que les aspirations évoluent, et aussi que les institutions ne cessent de réinterroger leur manière de faire société. Alors, le mouvement mutualiste, lui, il a fait le choix d'engager une démarche collective. Au cours des derniers mois, des mutualistes, des jeunes, mais également des élus de terrain ont été associés à une réflexion de fond, comment mieux reconnaître, encourager, mais aussi faire vivre l'engagement, et ce, dans toute sa diversité. Comment faire de la mutualité non seulement un espace d'adhésion, mais aussi un véritable lieu d'action, de responsabilité et d'utilité sociale. C'est cette dynamique qu'on va essayer d'explorer ensemble ce matin. Et pour la première partie de cette séquence, nous vous proposons un regard croisé entre Isabelle Rondeau, qui est vice-présidente de la Mutualité française et également administratrice de la MGEN, et également Carole Azé, présidente de la Fédération des mutuelles de France. Elles me rejoignent sur scène. Bonjour mesdames. Alors, Isabelle, on commence par vous. Vous avez contribué à la coordination d'une démarche participative qui a donc été menée ces derniers mois avec des jeunes et des mutualistes, et ce dans tous les territoires. Est-ce que vous pouvez peut-être en introduction nous rappeler les grandes lignes, la méthodologie et aussi l'état d'esprit dans lesquels ces travaux ont été menés ? Avec plaisir. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous vous en souvenez, au printemps 2024, la Mutualité française a initié des rencontres décentralisées avec un public jeune, vraiment de tous horizons. Ça pouvait aller du lycéen jusqu'aux jeunes qui travaillaient déjà, ou j'ai envie de dire qui galéraient déjà pour certains d'entre eux. Et le premier objectif, c'était de se nourrir, de s'alimenter de leur perception du système de protection sociale pour nos propres réflexions à la Mutualité française. Ces 1000 jeunes qui ont été rencontrés là où ils vivent, là où ils travaillent, là où ils étudient, là, je l'ai dit, où ils galèrent aussi quelquefois. Et l'important, c'était dans un esprit d'écoute. Être à l'écoute, ça signifie des propos introductifs d'un président, de notre président Éric Chenu, et ensuite la parole aux jeunes, exclusivement aux jeunes. Et je crois que c'est assez, assez rare pour être souligné. C'est 1h30 à 2h d'échange entre ces jeunes. Nous nous sommes donc mis à l'écoute. Un second objectif, c'est aussi une façon pour eux de percevoir la mutualité comme un espace contributif, comme un espace d'échange, comme un espace de débat, et donc comme un espace d'engagement, potentiellement. Nous sommes un espace d'engagement qui n'est pas forcément identifié comme tel par cette jeune génération. Et enfin, derrière l'engagement, il y a aussi l'enjeu vital pour nous de conforter nos réseaux militants, de les conforter et de les renouveler à un moment où nos convictions n'ont jamais été autant attaquées, et à un moment où les corps intermédiaires que nous sommes vivent une crise de l'engagement à nul autre pareil, j'ai envie de dire. C'est vraiment une période où l'engagement est fortement questionné, tant il se renouvelle dans ses formes, dans ses modalités. Et alors, quels enseignements est-ce que vous en avez tirés ? Quels sont les freins, les besoins, les envies qui ont émergé ? Alors tout d'abord, ce qui nous a frappé, c'est, vous l'avez vu pour beaucoup d'entre vous hier, dans les quelques extraits qu'on a pu voir ensemble, la grande maturité des participants, qu'ils soient lycéens, qu'ils soient jeunes travailleurs ou à la recherche d'emploi. C'est des jeunes qui nous ont vraiment interpellés par la réflexion qu'ils ont déjà, et la lucidité, grande lucidité qu'ils ont d'ores et déjà. Alors je prends mes notes pour ne rien oublier sur les thèmes qui sont les plus fréquemment
ressorti dans les différentes villes et dans les différentes rencontres, ils nous parlent pouvoir d'achat et précarité. Ils nous parlent de leur inquiétude de la précarisation. Ensuite, dans les sujets qui nous intéressent plus directement, la protection sociale, puisqu'on les a emmenés sur ce terrain-là, bien sûr, ils nous parlent de la difficulté d'accès aux soins, ils nous parlent de restes à charge qu'ils peuvent avoir, qui sont importants. Ils nous parlent de la santé mentale, de la pression qui est exercée sur eux, que ce soit dans le monde scolaire, dans le monde professionnel ou dans la société. Ils se sentent avec beaucoup de choses sur les épaules. Ils nous parlent, alors ça peut être paradoxal, de leur refus de la déshumanisation, en particulier dans les liens avec les professionnels de santé, dans le monde de la santé. Ils nous ont peu parlé d'écologie, il faut le dire, sur les risques socio-écologiques. On a peu entendu, il y en a eu un peu, mais ça n'a pas été dominant. Et je crois que le grand sujet qu'on a devant nous, alors ça c'était une constante dans toutes les rencontres, c'est vraiment la façon dont ils jugent ce système de protection sociale, ils nous l'ont dit, qui est pour eux d'une complexité sans nom. Qui fait quoi? Qui finance quoi? Les mutuelles, finalement, qui êtes-vous? Quelle place avez-vous? Quel rôle jouez-vous dans tout ce système? Pour eux, c'est quelque chose de... Un manque de lisibilité. Un manque de lisibilité. Et ça, on peut déjà en déduire que la condition sine qua non pour l'engagement, c'est d'abord de clarifier auprès d'eux et qu'ils aient cette compréhension. On ne s'engage pas dans un continent inconnu sans en connaître au moins quelques périmètres. Voilà. Mais l'envie de s'engager, elle est là. Elle est quand même très forte. Un engagement utile, nous ont-ils dit, un engagement reconnu, et puis un engagement lié à une cause. Et c'est là qu'on retrouve des causes solidaires. Le mot solidarité, il est aussi apparu fréquemment. Et tout ce que je viens de dire là, finalement, ça caractérise la jeunesse, mais je ne crois pas seulement. Et avec le besoin d'être partie prenante, on le comprend bien. Carole, j'aimerais vous faire réagir justement sur les enseignements de cette démarche. Qu'est-ce qu'elle vient interroger sur l'engagement justement en mutualité? Déjà, c'est de se demander si la mutualité est perçue comme un espace d'engagement. Alors Isabelle vient de le dire que ce n'est pas le cas pour les jeunes, mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde, y compris les moins jeunes? Je pense que la réponse est non. En tout cas, elle n'est pas si simple que cela. Parce que lorsque les personnes fréquentent nos agences de proximité, elles se disent pour autant que ce sont des lieux qui représentent tout ce que font les mutuelles, les groupements mutualistes, au-delà du simple remboursement de leur complémentaire santé. C'est pas si évident que ça. Et de la même manière que lorsque les personnes fréquentent nos établissements de soins mutualistes, est-ce qu'ils se disent que là aussi, ce sont des lieux qui sont issus de mutuelles qui vont au-delà dans leurs engagements? La réponse n'est évidemment pas si simple que cela. En vérité, il faut peut-être qu'on se demande si qui sait qu'en mutualité, c'est aussi agir très concrètement pour le droit à la santé, pour l'émancipation des personnes, c'est agir pour faire société, et c'est pas si évident que ça de le percevoir et de le savoir. Et pourtant, on l'a déjà vu hier et certainement encore aujourd'hui, ça va être le cas, lorsqu'on est engagé en mutualité, c'est construire des actions de solidarité, c'est construire des actions qui recréent du lien social, qui mettent les personnes en interaction, c'est permettre l'accès à la culture, c'est permettre l'accès aux loisirs, à la prévention, à la promotion de la santé dans tous les espaces larges de leur vie, c'est agir pour l'ensemble des déterminants de santé, qu'ils soient sociaux, économiques, environnementaux également, territoriaux, et c'est vrai que ce n'est pas identifié par les jeunes, mais je pense que ça ne l'est pas non plus par les autres populations. Et les jeunes ne s'engagent plus forcément dans des structures traditionnelles, mais encore moins en mutualité, parce qu'ils ne le savent pas. Et on ne sait pas que la mutualité, c'est aussi cela dans les engagements. Et puis, on a parlé aussi hier, dans la table ronde, de l'évolution également de l'engagement des jeunes pour des causes, et pas pour un grand soir qui est idéalisé. Je pense qu'on peut aussi, à partir de là, se dire qu'il y a des points de convergence qui sont tout à fait possibles avec l'engagement en mutualité, parce qu'en mutualité, on ne croit pas non plus au grand soir. Hein. En mutualité, on agit dans le réel. On agit très concrètement pour apporter des réponses
aux problèmes, aux besoins qui sont posés pour les populations. Et donc là, on voit bien qu'il y a un point de convergence entre les modalités d'engagement nouvelles, mais que pour cela, il faut évidemment qu'on puisse s'interroger sur comment nous, on peut s'ouvrir à cela et le faire connaître. Lorsque Isabelle évoquait les thématiques qui ont été soulevées par les jeunes, mais je pense que c'est le cas aussi pour d'autres tranches d'âge, l'égalité femmes-hommes, la question de la santé mentale, la question aussi de l'écologie et d'autres sujets. Il y a ces points de convergence qui existent avec ce que fait déjà la mutualité dans le concret. Et c'est pierre par pierre des actions que nous menons au quotidien qui doivent trouver finalement le point de rencontre avec des personnes qui sont tous, et on l'a vu hier également dans les vidéos, porteurs d'une démarche de solidarité. Et encore une fois, avec l'envie commune d'agir, et là d'agir ensemble, une fois que cette démarche d'écoute active a été engagée, que les constats ont été posés, comment on fait? Quelles sont les pistes qui vous paraissent les plus efficaces justement pour renouveler ces formes d'engagement, peut-être aussi pour ouvrir les structures et permettre à chacun de prendre sa place? Quelques pistes. Alors, ce qui est intéressant dans les pistes qu'on va donner, c'est qu'elles ne sont pas encore totalement finalisées, pas abouties. Elles vont être retravaillées à la rentrée, présentées aux instances, mais que ce qu'on a identifié lors des rencontres avec les jeunes entre tout à fait en convergence avec la réflexion d'élus mutualistes lors des réunions, lors des rencontres régionales, qui sont des rencontres régulières avec les élus de la mutualité française. Alors d'abord, 4 grandes pistes. D'abord, la nécessité d'ouvrir des espaces de gouvernance. Et ouvrir des espaces de gouvernance, ça signifie avoir accepté que les formes d'engagement ont évolué. Ça, je crois que c'est le préalable. Et donc, cela nécessite l'adaptation, évidemment, de notre gouvernance. Une seconde piste, c'est vraiment l'action, le projet. Je crois que c'était à Dijon, je ne sais pas dans quelle ville, où quelqu'un a dit, finalement, comment la mutualité française peut transmettre au mieux ses valeurs. La meilleure façon de transmettre des valeurs mutualistes, c'est encore d'être à l'initiative de projets mutualistes. Et là, il faut travailler des projets sur lesquels on permet aux jeunes générations, mais à d'autres aussi, de s'engager sur des temps peut-être plus courts et liés à une cause qui mobilise. On a évoqué aussi le parrainage intergénérationnel. Le parrainage intergénérationnel, ça signifie surtout une clarification des attentes respectives. Oui, c'est ça, c'est pas que dans un sens. C'est pas que dans un sens. C'est sûr que la mutualité va avoir des attentes par rapport à ces jeunes générations qui s'engagent, mais on peut entendre aussi, on doit entendre aussi que ces jeunes générations, elles ont leurs propres attentes dans l'acte d'engagement. Et quelquefois, c'est davantage la reconnaissance de l'individu, mais pas dans le sens de l'individualisme, c'est plutôt ça que le sentiment, forcément, enfin la recherche du sentiment d'appartenance au collectif. Donc il faut être aussi à l'écoute de tout cela. Et puis enfin, l'idée de la reconnaissance, vraiment, elle est fondamentale. Il y a différentes formes de reconnaissance. On y reviendra, compétences, comment on valorise à un moment donné l'engagement individuel. Je crois que tous ici, dans notre parcours mutualiste, ça a été important qu'à un moment donné, un regard se pose sur ce qu'on a fait ou sur ce qu'on envisage de faire. Et c'est ça qui finalement fait avancer les choses. On a besoin de cette reconnaissance aussi sur notre propre engagement. Carole, comment est-ce qu'on renouvelle ces formes d'engagement ? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que déjà, il faut que nous assumions, nous, ce qu'on est. Et lorsqu'on dit qu'on est un acteur du mouvement social, qui agissons pour transformer, y compris la société, donc des acteurs sur des sujets sociétaux, il faut l'assumer. Parce que le fait de l'assumer, c'est aussi le fait de le faire savoir, donc de pouvoir aussi être inspirant par rapport à cela. Et puis, le mouvement mutualiste interagit sur les divers aspects de la vie sociale des personnes. Et de ce fait-là, on est engagé sur les défis sociétaux. L'éducation, les inégalités sociales, la lutte contre la pauvreté, la santé dans toutes ses dimensions, la lutte contre le rejet de l'autre, par nature. Et en assumant cela,
eh ben, on intéresse des personnes, on est à la rencontre des personnes, et c'est comme cela que des jeunes, mais aussi des moins jeunes, le découvrent et ensuite viennent, y compris, participer à des actions que nous menons et au fil en aiguille, justement, construire un engagement et aussi un engagement mutualiste. Et puis il y a aussi peut-être un deuxième volet, c'est de laisser la place. Mais laisser la place, qu'est-ce que ça veut dire? C'est laisser de la capacité à agir, la capacité à faire. Et souvent et depuis longtemps, lorsqu'on se pose la question du renouvellement générationnel et surtout vis-à-vis des jeunes, le renouvellement militant, il faut arrêter d'être paternaliste. Il faut arrêter, lorsque des jeunes expriment un certain nombre d'idées, on leur dise, bon bah ça, vous êtes gentils, mais ça fait 30 ans qu'on en parle, vous n'allez pas faire la leçon sur les solidarités, parce que c'est quand même un peu ça. Et puis, donc il faut savoir écouter. Et faire confiance aussi, il y a la notion de confiance. Tout à fait, et faire confiance, ça c'est sûr. Moi, depuis toujours, je suis contre le fait de mettre en place des commissions jeunes. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que pour moi, c'est une impasse, c'est une fausse bonne idée. Okay. C'est une fausse bonne idée parce que c'est une impasse. C'est-à-dire qu'on met les jeunes dans une commission jeune, vous allez réfléchir, vous allez faire des propositions entre vous, bien comme vous, là, plein de choses. Puis à côté, on a nos cadres à nous, nos cadres de décision, nos cadres qui permettent la mise en œuvre concrète des actions. Et à quel moment ça se croise? Et au bout d'un moment, c'est une impasse et on les met pas dans les cadres communs avec nous qui permettent de leur laisser les espaces pour agir, pour prendre des décisions. Et vous disiez tout à l'heure le fait de faire confiance, je pense que c'est le troisième élément aussi qu'il faut qu'on prenne en compte. C'est aussi la reconnaissance. Isabelle, tu parlais de la question de la reconnaissance, mais le faire confiance, c'est aussi la reconnaissance du fait qu'on leur permette de prendre sur des sujets qui les interpellent, des responsabilités. Et à partir du moment où on sait que les objectifs sont les mêmes en termes d'ambition sur les questions de solidarité, les laisser faire, les laisser agir et reconnaître que ça sert y compris la démarche de la mutualité. Et puis peut-être le dernier sujet, il faut accepter de se faire bousculer. Alors c'est pas le plus simple, hein, ça c'est sûr, mais il faut accepter de débattre autrement, il faut accepter de s'organiser autrement, il faut accepter que les choses, le débattre, tout simplement. Et il faut accepter que parfois, il y a des mises en cause. Ça ne veut pas dire que c'est une mise en cause sur le fond de ce que nous menons, mais sur la manière de faire, parce qu'on ne va pas retrouver ce qui, eux, vont les interpeller. Donc ça, c'est important. Et se faire bousculer, ça fait aussi partie de ce qu'on doit déconstruire. Vous partez pour autant pas de zéro. Il y a déjà des choses qui ont été initiées. Est-ce que vous pouvez, pour que ce soit peut-être très concret, est-ce que vous pouvez nous partager peut-être un exemple, une action, un projet qui a été mené et qui incarne justement pour vous cette volonté de transformation? Alors, moi, je vois ça en peut-être deux exemples qui correspondent à deux étapes du processus. D'abord, pour susciter l'engagement, il faut se rendre visible. Et c'est vrai qu'il y a des actions que les gens qui ont envie de nous rejoindre vont voir à toutes les étapes de la vie. Je pense à une thématique comme l'alimentation. Bon, c'est très à la mode, mais il y a beaucoup de mutuelles qui sont engagées en proximité avec des acteurs de terrain de l'ESS. Le groupe VIV dont je fais partie y est, sur cette thématique. On sait que l'alimentation, c'est un déterminant majeur de santé. On sait que c'est aussi... comment dire, ça transporte le lien social, enfin c'est porteur de lien social, et c'est aussi culturel finalement. Il y a un côté, en France on le sait bien, c'est important. Eh bien, on peut, dans différents lieux, des crèches, des EHPAD, des cantines itinérantes, des épiceries solidaires, on peut finalement se rendre visible dans ce que l'on fait et en y mettant du sens. Donc il faut trouver ces thématiques-là et donner à voir ce que l'on peut faire, nous mutualistes. Ça, on a encore des difficultés à le faire. Vraiment montrer ce que l'on fait, et donc ça aide à la compréhension de qui l'on est. Et je vais prendre un deuxième exemple, parce qu'il faut aussi s'organiser dans sa propre structure. Donc le groupe VIV a initié tout récemment, je dis à Carole, c'est pas une commission jeune, c'est un collectif jeunesse où il y a eu une sollicitation en interne d'alternants, de jeunes salariés qui ont éprouvé le besoin de se rencontrer et puis d'échanger. Ils ont entre 18 et 30 ans. Ils vont évoquer entre eux beaucoup de sujets, les sujets de santé, les sujets d'égalité femmes-hommes, les sujets, bien sûr, les sujets également écologiques,
Les canaux utilisés, même si ce n'est pas un des canaux les plus modernes, c'est WhatsApp, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc, ils prolongent les débats à travers ce type de canal. Et ensuite, après avoir débattu ensemble, ils ont mené un certain nombre d'actions ensemble. Par exemple, la dernière action en date, c'est une collecte du secours populaire. C'est-à-dire qu'ils ont éprouvé le besoin de faire ensemble. Bon, on en est là, le groupe s'étoffe, mais ça, c'est déjà, me semble-t-il, une initiative. Ils ont été très sensibles, ces jeunes-là, à l'élément démocratique. Et je crois qu'on est attendu là-dessus. Ils sont très observateurs à la façon dont on fait vivre la démocratie à l'intérieur du mouvement mutualiste. Il faut penser que ces jeunes-là, ils ont voté aux dernières législatives, souvent pour la première fois, et ils ont été pour beaucoup fort déçus. Et là, c'est à nous de faire attention parce que nous sommes scrutés, et ça nous oblige, nous sommes scrutés sur nos pratiques démocratiques. Et qu'on a des forts enjeux législatifs, souvent pour la première fois, et ils ont été pour beaucoup fort déçus. Et là, c'est à nous de faire attention parce que nous sommes scrutés, et ça nous oblige, nous sommes scrutés sur nos pratiques démocratiques. Et qu'on a des forts enjeux électoraux à venir. Alors, l'initiative que les Mutuelles de France ont conduite il y a 3 ans maintenant et qui est renouvelée pour la 3e année, d'organiser un concert de soutien à SOS Méditerranée. Alors, on ne l'a pas fait pour se dire, tiens, on veut essayer de toucher des jeunes, tiens, on veut essayer de renouveler, et tiens, on veut essayer de se rendre visible. C'est pas la démarche. La démarche, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'assumer ce qu'on est. Et nous, on pense que quand on est militant mutualiste, quand on est militant humaniste, quand on est des militants de la solidarité, on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe en mer Méditerranée. C'est impossible. Merci. Là, on parle du droit à la vie, on parle du droit à la dignité. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on est des militants mutualistes et des mutuelles, on est concerné par ces sujets-là. Et donc, comme on travaille depuis de longues années avec SOS Méditerranée pour les aider à faire connaître, à témoigner pour la prise de conscience, ils ont été face à des difficultés financières, économiques, pour pouvoir continuer à sortir le bateau en mer. Et donc, face à cela, on s'est posé une question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Et en même temps, ce n'est pas l'argent des cotisations des mutualistes qui doit être utilisé pour cela, mais on est un acteur sociétal, comment on peut faire? Et donc, ça a été d'organiser la solidarité pour organiser un concert dont la billetterie sera ensuite versée pour permettre la sortie du bateau en mer. Et donc, on a organisé la billetterie solidaire, on a organisé la solidarité des partenaires, on a organisé la solidarité des artistes qui sont venus sans cachet. Et on l'a fait savoir, on a fait une conférence de presse, on a fait vivre une démarche partenariale spécifique, et ce sont les militants de SOS Méditerranée qui nous ont dit mais jamais on avait imaginé, perçu le fait de pouvoir faire quelque chose de cette nature-là. Et donc on s'est retrouvés en bout de 2 mois avec un engagement militant très fort à pouvoir réussir à organiser ce concert-là devant 8000 personnes. Et donc, il y avait aussi la notion derrière de pouvoir avoir une démarche qui soit accessible, avec une billetterie qui soit très peu chère pour que tout le monde, tout type de génération, et rassembler le plus grand nombre puisse venir. 8000 personnes, et donc je me suis intervenir devant 8000 personnes au nom des Mutuelles de France sur pourquoi les mutuelles sont engagées par ces sujets-là. Tout ça, ce sont des messages qui ont porté, qui ont été écoutés, et depuis, là, on en est à la 3e année. Le prochain a lieu le 25 octobre, avec une jauge également à 8000 personnes. Donc, on a très bon espoir de continuer cela. Et depuis, jamais on a eu autant d'impact sur le fait de savoir, de rendre visible ce qu'on est et ce qu'on fait. Et derrière, ça génère des réflexions sur notre action de questions de santé, de solidarité. Et donc, on a réussi à faire convergence sur des sujets qui les intéressaient, eux, fortement, et sur lesquels ils étaient interpellés. Et bravo pour cet engagement qui est absolument nécessaire et essentiel. Rapidement, et pour finir, une question peut-être un peu plus personnelle. C'est vrai que quand on parle d'engagement, ça englobe plusieurs choses. Ça englobe des notions de transformation, de transmission, de responsabilité aussi. À titre personnel, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors peut-être 2 mots. L'un que vous venez de prononcer, Caroline, c'est la transmission. C'est vrai que souvent on dit que nous sommes des passeurs. Je crois qu'il faut aussi qu'on se dise que nous sommes de passage. Et donc c'est vraiment très important d'avoir cet accompagnement aussi, mais ça signifie aussi qu'à un moment donné, il faut laisser la place. La deuxième chose, c'est la confiance. Sans confiance, je crois que rien ne se fait. La confiance, elle va jusqu'à permettre l'exercice de responsabilité. C'est-à-dire, à un moment donné, l'engagement, il faut aussi qu'il aille pour qu'il soit reconnu, pour qu'il soit générateur de transformation. Il faut aussi qu'il permette d'aboutir à l'exercice de responsabilité. Là, c'est important. Et comme je suis à côté de Carole, moi, j'ai envie de lui dire qu'on a siégé un petit peu au bureau ensemble. Et vous l'avez vu, c'est une femme de conviction et je pense qu'elle est la preuve, elle témoigne par son engagement et par les responsabilités mutualistes qu'elle a exercées tôt, qu'en mutualité, c'est possible. Carole. Peut-être plusieurs choses pour répondre à cette question. Déjà, c'est le fait d'être convaincu qu'on s'engage, y compris avec une démarche de volonté de transformer, d'améliorer les choses, et donc ça passe aussi par la démarche d'éducation populaire. Et donc les exemples qu'on a pu évoquer, il y en a beaucoup. On se rend compte qu'à chaque fois, ce sont des prétextes qui nous permettent derrière de pouvoir faire prendre conscience que d'une action qui peut sembler très locale, très individualisée, finalement, ça permet de percevoir qu'on porte une démarche pour du collectif et donc de pouvoir faire société. Et moi, c'est ce que je mets derrière la démarche d'éducation populaire et je revendique fortement le fait que la mutualité assume cette démarche d'éducation populaire, le pouvoir d'agir et faire société au regard de cela. Accueillir, accepter, d'être bousculé, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi du coup accepter que parfois des choses vont être faites autrement lorsqu'on aura accueilli des personnes qui viennent de manière nouvelle. À partir du moment où nos objectifs, nos valeurs sont partagées et sont les mêmes, si c'est fait autrement, finalement, est-ce que c'est si grave que ça? Non. Par contre, c'est pas simple. Voilà. C'est pas simple et il faut arriver à faire ça. Savoir écouter, prendre en compte et savoir accompagner pour laisser l'espace. La démarche de transmission, elle doit se faire à toutes les étapes. Moi, je l'ai fait récemment. J'ai laissé la main de la présidence de la mutuelle dont j'étais présidente jusqu'à il y a peu. Et donc, c'est ce travail-là d'accompagnement, de transmission, de renouvellement qui a été fait en pleine responsabilité. Et ça se fait dans des conditions favorables et sereines. Et puis ensuite, peut-être plus personnellement, mais dire qu'il n'y a pas de fatalisme sur la question, y compris de l'engagement. En tout cas, il ne faut pas se laisser tomber dans le fatalisme et dans le pessimisme. Continuer à œuvrer, c'est ne pas se résigner. Et c'est aussi donner à voir qu'en réalité, comme on agit dans le réel et dans le concret, pour des réponses utiles, c'est au nom de la liberté et de la solidarité. Et il se trouve que dans nos métiers, dans nos activités, on protège. Et protéger, c'est donner la liberté et donc le fait de pouvoir s'engager. Et ça ce qui me semble essentiel, c'est protéger, donc libre. Et libre de s'engager et libre de faire société. Et le modèle mutualiste, c'est ça qui est notre patte et notre identité. Et il n'est pas soluble, il ne peut pas être soluble dans une société antidémocratique. Il ne peut pas être soluble dans une société violente, dans une société autoritariste, dans une société du rejet de l'autre. Et on a le pouvoir de ne pas laisser faire cela. Et ça, c'est ça qui me conduit, moi, en tout cas au quotidien, dans ce que nous faisons dans notre action mutualiste. Merci beaucoup. On finira là-dessus. Ça me semble une belle conclusion. Merci à toutes les deux pour vos témoignages. Alors, je vous invite à rester avec moi parce qu'on va poursuivre nos réflexions et répondre à la question des nouvelles inspirations pour le mouvement mutualiste, tout de suite avec Stéphane Courjon et Laurent Berger. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Ça marche pas. Ça va marcher, Bonjour. ça va marcher. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Engagement avec un long parcours syndical, notamment, je vais rappeler rapidement, parcours qui a débuté il y a 30 ans à Saint-Nazaire, en tant que permanent d'une union locale CFDT, 16 ans plus tard, secrétaire général de la CFDT, pendant 10 ans jusqu'en 2023, et puis vous avez présidé aussi la Confédération européenne des syndicats entre 2019 et 2023, et depuis maintenant 1 an et demi, vous êtes le directeur de l'Institut mutualiste pour l'environnement et de la solidarité du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et voilà donc vos nouveaux engagements désormais. S'engager, c'est une notion qui arrive à quel moment dans votre vie ?
et pour quelles convictions, quels repères? Ça arrive très tôt. Je m'entends. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ça arrive très tôt, ça a été très bien dit. Moi, je suis un adepte aussi, je suis un pur produit de l'éducation populaire. Ce moment où on se retrouve avec des gens qui vivent la même condition, moi je suis d'un milieu ouvrier, et qui se disent qu'il y a des situations qui leur sont faites, qui sont inacceptables. Alors c'est par le biais d'un mouvement de jeunesse d'éducation populaire, ça peut être par d'autres biais. Et donc c'est au lycée. Et c'est en partant de l'idée de on peut faire ensemble et on peut faire... le moteur de l'engagement, ça peut être de l'indignation, ça peut être les valeurs que l'on porte, ça peut être plein de leviers différents. Mais oui, voilà, ça vient tôt. Et puis aussi, il y a des formes de... On le sait tous, hein, il y a des formes de passation aussi familiales qui peuvent exister. Vous parlez de l'indignation, c'est encore le vecteur aujourd'hui, le levier en tout cas de l'engagement. Vous, c'était celui-ci, c'est celui d'être utile plus largement? Moi, j'ai toujours dit qu'être un militant, c'est avoir une tête, un cœur et des tripes. Et on ne les active pas de la même manière à différents moments. Voilà, donc il faut avoir les trois. Si on n'a que des tripes, on est dans l'indignation et on est dans des réactions qui parfois peuvent être un peu insuffisantes, parce qu'il ne suffit pas de ne pas être d'accord, il faut proposer. Il faut avoir du cœur, parce qu'on va y revenir, mais moi je crois qu'il y a une notion qui est fondamentale dans l'engagement, c'est le plaisir. Si on s'emmerde, excusez-moi, ça ne sert à rien d'aller passer des heures carrées avec d'autres militants. Voilà, donc il y a une notion de plaisir et donc de cœur, de générosité. Et puis il y a une volonté d'avoir de la prise sur les choix qui nous concernent. C'est-à-dire que l'émancipation est fondamentale. Je ne sais pas combien nous sommes ici, beaucoup de gens engagés. Est-ce que la vie aurait été la même, nos vies auraient été la même sans s'être engagés? Sans doute que non. Est-ce que notre regard sur le monde ne se nourrit pas dans le fait de confronter les uns avec les autres? Donc je crois que c'est cela. Et vous avez appris des autres aussi dans l'engagement collectif? À l'éducation populaire, c'est... on apprend par et avec les autres. Et donc forcément, on apprend par les autres. Enfin, je pense que le militantisme, quel qu'il soit, est une formidable école. Mais vous savez, moi je suis persuadé que... il n'y a pas, j'entendais tout à l'heure, et c'est vrai que toutes les organisations se demandent comment elles vont faire de la place aux jeunes, etc. Mais franchement, la question du décalage par rapport... Enfin, est-ce que nous, on a milité de la même manière que nos parents ont milité ou que nos anciens ont milité? Enfin, ça faisait longtemps, quand je suis arrivé à la CFDT, ça faisait quelques années que les stages syndicaux le dimanche ne se faisaient plus. Parce qu'on décidait qu'il fallait mieux qu'on fasse autre chose le dimanche. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas exactement la même manière de faire non plus, quoi. Est-ce qu'on est plus optimiste quand on s'engage? Oui, on est plus optimiste, c'est évident. Nous, on avait fait une étude, la CFDT, sur le sujet, en 2022, dans le cadre d'un congrès, qui montrait que les gens engagés, les gens qui militaient, étaient plus optimistes. Mais pourquoi? Tout simplement parce que l'engagement, c'est quoi? C'est avoir la volonté d'avoir de la prise sur les choix qui nous concernent. C'est de vouloir de combattre certaines situations, de construire des solutions. Alors après, on sait bien qu'on n'a pas tous là-dessus les mêmes appréciations, et donc on se dit qu'il y a des choses de possibles. Ouais. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des leviers pour agir, quoi. Oui, parce qu'il y a la construction, parce que, encore une fois, il y a le collectif, et on n'insiste pas assez là-dessus, y compris dans les processus de renouvellement. On n'intègre pas assez cette idée Et puis, oui, ça rend plus optimiste et sans doute moins désespéré, y compris dans les périodes comme celle-ci. Est-ce que les nouvelles technologies n'ont pas un peu tronqué finalement cette notion d'engagement? Parfois, on signe une pétition en ligne et on se dit, ça y est, je suis engagé. Oui, mais avant, on pouvait la signer ailleurs. Hein. Moi, j'avais signé des centaines au lycée. On était dans un lycée assez particulier à Saint-Nazaire. Oui, c'est vrai que, mais comme la relation, le lien social est connoté aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Donc, j'en suis peu adepte pour différentes raisons, mais c'est la réalité du jour, quoi. C'est la réalité du moment. Tout à l'heure, Robert, quand on discutait de WhatsApp, il disait c'est un des réseaux sociaux qui est le plus utilisé, tout simplement parce que ceux qui l'ont créé en maîtrisent les contours.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que la vraie vie se passe sur les réseaux sociaux forcément, mais c'est vrai qu'on a des fois le sentiment qu'il suffirait d'avoir signé la pétition, qu'il suffirait d'avoir fait ci, mais en même temps, signer une pétition, c'est pas con non plus, si elle est utile, si elle est voilà, faut pas, il n'y a pas de mépris à avoir, on ne peut pas dupliquer ce qui s'est fait, il faut faire avec les réalités d'aujourd'hui qui sont une temporalité qui est différente, des moyens d'expression qui sont différents, sans doute un lien collectif à reconstruire pour pas que ce soit la somme d'expressions individuelles. C'est, moi, je crois, un des problèmes numéro 1 des réseaux sociaux, c'est que ça donne le sentiment qu'on a dit qu'on a fait notre boulot quand on s'est exprimé. Oui. Et je ne parle pas des personnes, je parle des responsables. Des responsables syndicaux, parfois, des responsables associatifs, parfois. C'est-à-dire, il y a une situation, on fait la réaction qui va bien sur un réseau social, et puis on a fait le boulot. Bah non, on n'a rien fait. On a fait l'action qu'on faisait précédemment par un communiqué de presse, mais qui ne change pas la vie, quoi. Autant aujourd'hui, et vous êtes peut-être bien placé pour le savoir, le public perçoit, à mon sens en tout cas, la différence entre une banque traditionnelle et une banque mutualiste. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le public il perçoit la différence entre des mutuelles engagées, notamment sur les territoires, et d'autres acteurs, des complémentaires? Qu'est-ce qui peut manquer sur ce déficit peut-être d'image? Vous savez, le mutualisme, on dit, enfin moi j'ai la conviction que c'est la mère ou le père, peu importe, de la misère. C'est-à-dire le fait de se regrouper pour prendre soin les uns des autres, quel que soit pour on puisse accorder un crédit à un paysan à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui n'y avait pas accès, pour qu'on puisse se couvrir mutuellement en termes de santé. Ça part d'une situation concrète. Une situation, et ces situations concrètes, elles sont toujours là. Et donc, on fera la différence. Je sais que j'ai parfois agacé dans mon mandat syndical quand je disais à l'économie sociale et solidaire que le statut ne faisait pas la vertu, mais j'y crois profondément. C'est notre capacité à répondre aux enjeux concrets du monde, de la société, des personnes que l'on veut couvrir, qui fera la différence. Et puis, évidemment, on peut se le permettre. Pourquoi ? Parce qu'on est mutualiste. Et donc, il y a une perception différente, mais la perception différente, elle n'est pas acquise. Moi, aujourd'hui, dans le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, il a décidé d'attribuer 15% de son résultat à ce qu'on appelle le dividende sociétal. Seulement, sans souci de rentabilité du tout, à faire en sorte qu'on finance des projets environnementaux et solidaires. C'est du mécénat. Aujourd'hui, c'est le plus grand mécène de SOS Méditerranée, par exemple. C'est de Singa, des Restos du Cœur, enfin, sur une palette assez large de situations vécues. C'est par le biais de financement de solutions alternatives pour nos clients sur la transition environnementale. Et donc, la différence, elle se fait par deux niveaux. Comment on répond aux préoccupations des gens qu'on entend couvrir d'une certaine manière. Et puis, le deuxième, c'est quel mode de gouvernance on a qui est suffisamment inclusif pour que la différence se fasse sur les actions menées et le fait qu'on ait aussi notre mot à dire dans la gouvernance mutualiste. Et ça, ça se travaille parce que... Il faut que ça renvoie de la responsabilité, de la capacité à agir, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Oui, mais de toute façon, le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'essayer de sortir, si on veut être la société civile, si on veut créer des conditions de l'engagement, il faut sortir de cette idée qu'il suffirait d'aller demander, alors je dis ça 10 minutes avant que la ministre arrive, mais qu'il suffirait d'aller demander à la ministre de faire à notre place ce que l'on doit faire nous-mêmes. Elle doit faire beaucoup de choses, enfin pas elle particulièrement, enfin si aussi, mais ce que je veux dire, c'est que évidemment que la puissance publique a un rôle, mais il faut se redonner de la responsabilité. Il faut se redonner de la responsabilité et renvoyer de la responsabilité. Moi, je ne crois pas, je crois de plus en plus que l'action militante, elle a besoin évidemment de poursuivre de grandes ambitions collectives, nationales, européennes, etc., mais qu'elle doit renvoyer beaucoup de responsabilités aux gens qui sont dans leur situation, qui vivent des situations concrètes, etc. Et c'est vrai que parfois, nos modèles d'organisation et de gouvernance, ils sont devenus presque aussi centralisateurs que l'État. Ouais. Moi, quand j'étais gamin, mon père, parfois, il allait à l'Assemblée mutualiste des chantiers de l'Atlantique. Voilà, et ça discutait. Je ne sais pas si c'était... je pense que ça devait être les mêmes modes de décision qu'on a dans nos congrès. Hein, ça ne devait pas beaucoup dire... Mais ça créait du lien social, ça parlait de situations concrètes, etc. Et je pense que parfois... on a oublié que c'était quand même plus une pyramide inversée qu'il fallait construire qu'une pyramide tout court. Vous avez dit à une époque que le syndicalisme se regardait
poussé regarder pendant un temps un peu trop le nombril, en oubliant l'environnement, la société. Est-ce que vous pensez que le mutualisme a besoin aussi d'aller encore un peu plus hors les murs, hors de ses propres sociétaires, de son propre environnement? Oui, alors c'est normal hein, que quand on est une banque mutualiste, une mutuelle de santé, etc., on cherche à couvrir les personnes qui sont ses propres sociétaires. Mais oui, la responsabilité, on ne peut pas militer toute sa vie pour dire les entreprises ont une responsabilité dans la société et de ne pas pouvoir le s'appliquer quand on est dans le monde mutualiste. Donc les enjeux, je l'ai dit, le mutualisme est né de réalités concrètes vécues. Et donc il faut repartir de ces réalités-là. Les réalités, c'est un enjeu environnemental qui est énorme. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le titre du Monde, c'est foutu, et on le savait déjà, hein, mais il n'y a pas besoin d'un titre du Monde, mais c'est foutu pour le réchauffement limité à 1,5 degré. Donc c'est 2 degrés, je le dis souvent, moi, à ceux qui sont encore en disant oui, mais bon, on a le temps, c'est pas si long que ça, c'est 2 degrés, il faut imaginer qu'à peu près nous tous, là, on est à 35,5 degrés de température corporelle, 2 degrés, 39,5, je vois que certains dans la salle qui se disent ouais, putain, je m'en rappelle, ça faisait pas très du bien, 4 degrés, je vous laisse imaginer, quoi. C'est ça qu'on va vivre, hein. C'est ça qu'on va vivre. Et qui va morfler? Les plus fragiles, toujours. Et donc, il faut partir des réalités. Donc, l'environnement, la question environnementale, climatique, elle est fondamentale. La question du logement, enfin, je le dis comme je le pense, et je le dis y compris dans l'entreprise où je suis, on ne fait pas assez sur le logement. Si on veut parler aux jeunes, parlons du logement. Finançons des choses sur le logement, beaucoup plus fortement. La question de la santé mentale, on le sait dans nos sociétés. Donc, repartons des situations, et repartons du travail. Pendant longtemps, on a aussi vécu le travail à travers le prisme de quelques grands corps, corporations, etc. Aujourd'hui, le travail est beaucoup plus diffus. Donc, oui, il faut sortir de ces murs, il faut, je crois, avoir des initiatives, il faut se montrer, il faut montrer la différence, il faut peut-être... voilà, et je pense que c'est comme ça qu'on montre que le monde mutualiste, le monde coopératif, il fait autrement, il a une autre vocation que le monde de l'économie classique. On parle des jeunes, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des choses qui ont résonné sans doute pour vous. Les jeunes disent impliquez-nous dans vos instances, dans votre gouvernance, mais ne nous cantonnez pas des espaces à part. Ça vous parle, ça? Parce qu'à une époque, à la CFDT, vous avez voulu, certains ont voulu faire ça. Ouais, certains ont voulu faire ça. Moi, je fais partie de ceux qui combattaient, parce qu'à l'époque, j'étais jeune, ça fait longtemps. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai jamais voulu une CFDT jeune. Il n'y a jamais eu de CFDT jeune. Hein. Ouais. Il y a eu, à un moment donné, une délégation jeune à la Confédération, etc., mais il n'y a pas eu de CFDT jeune. Moi, aujourd'hui, mon compagnon de combat et de militantisme, c'est Yvan Ricordeau, qui est le secrétaire général adjoint de la CFDT aujourd'hui. On est arrivé, on avait... il est malheureusement un peu plus jeune que moi, mais il a 3 ans de moins. On avait 27 et 30 ans en responsabilité dans nos structures interprofessionnelles. Et quand on est arrivé, un peu avant, du coup, on disait, bon, bah, voilà, vous êtes le quota jeune. Et on leur a dit, allez vous faire foutre. Nous, on sera des militants syndicaux. Et vous nous prendrez pour être des militants syndicaux. Parce que, là où ça se décide. Oui, il faut arrêter de croire qu'on va pouvoir intégrer des jeunes une fois qu'ils auraient toutes les barrettes. Vous aurez été délégué mutualiste de base, puis après vous aurez été ci, puis après, et ben c'est bon. Du coup, tu arrives en responsabilité à 55 ans. Alors t'es bien formé, mais t'es quand même plus vraiment. Vous êtes jeune encore. Ouais. C'est assez relatif en fait. J'ai appris de ma vie qu'on avait une approche assez relative de ces questions-là. En tout cas, il veut être là où ça se décide. Il y a ben oui, il faut qu'il soit au cœur du réacteur. Il faut qu'il soit au cœur du réacteur, et il faut aussi que nos modalités de gouvernance, etc., soient adaptées. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, par exemple, au Crédit Mutuel sur là, on a un programme. Alors, c'est plutôt c'est à la fois auprès des élus sociétaires, mais aussi des collègues. On a une approche qui s'appelle 2040. En gros, ça sera quoi le monde mutualiste et le monde bancaire mutualiste en 2040? Et on mène tout un tas d'initiatives. On en a mené une la semaine dernière avec l'Institut que je dirige sur comment l'entreprise sera beaucoup plus diverse dans sa composition, parce qu'elle est encore insuffisamment diverse, y compris au poste de responsabilité, enfin particulièrement au poste de responsabilité. On a travaillé sur les questions de transition, ça sera quoi le rôle d'une banque dans la transition, sur les questions d'évolution du travail, sur les questions aussi de relation aux clients, etc., etc. Donc, c'est pas une recette miracle, on n'a pas de recette miracle pour savoir comment on intègre les jeunes, mais au bout d'un moment, il y a deux choses à faire. C'est évidemment leur ouvrir les fenêtres et les portes et qu'ils puissent dire leurs mots, puis qu'à un moment donné, ce soit eux qui tiennent le micro. Et les impliquer sur le long terme?
les tenir aussi dans le mouvement. Ouais, mais ça, vous savez, si vous venez militer, faire des choses, être utile, répondre à... Moi, je crois qu'un militant, c'est d'abord quelqu'un qui porte des valeurs, qui a des principes d'action, et puis qui porte des revendications, des convictions, enfin, des propositions, etc. Si vous vous y retrouvez, qu'il y a du lien social, il y a du respect, il y a du plaisir, de la convivialité, enfin, je suis désolé, c'est fondamental aujourd'hui. Si vous avez ça, vous restez. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire. Enfin, moi, je l'ai vécu dans le syndicalisme, je l'ai vécu parfois au Crédit Mutuel. Il n'y a rien de pire qu'un jeune qui arrive et 5 vieux autour qui disent « on est content que tu sois là, ça va être toi maintenant ». Une pression de dingue, ça donne qu'une envie, c'est de prendre la porte et se barrer, quoi. Et donc, si on veut éviter ça, il faut ouvrir les fenêtres, il faut accepter qu'on fasse différemment. Et et accepter que ça nous bouscule un peu, ça pique. Oui. Moi, vous savez, si j'ai délibérément choisi de laisser la place à la CFDT, et si c'est une règle qu'on s'applique depuis longtemps maintenant, de ne pas faire plus de 10 ans ou autour de 10 ans, c'est simplement parce qu'au bout d'un moment, il y a des questions ça vous embête que ça revienne sans arrêt. Et donc, c'est normal qu'elles reviennent, les questions. Donc le problème, ce n'est pas les questions qui reviennent, c'est vous qui êtes moins ouvert pour les accueillir. Et donc, c'est le moment où il faut laisser la main. Mais c'est vrai aussi qu'il faut sans doute faire en sorte que ce soit des arrivées plutôt collectives. Hein, d'être le jeune dans la bande d'anciens, c'est quand même assez pénible. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Il n'y a pas de recette miracle, mais comme on a trop centralisé, il n'y a plus non plus... vous voyez, je crois vraiment que... et le monde mutualiste, je crois vraiment qu'il a à s'interroger là-dessus. C'est qu'on fait de la place aussi... Parce qu'à niveau national, c'est facile d'en trouver 5 jeunes. Mais dans une assemblée mutualiste locale, etc., c'est plus compliqué. Donc je crois vraiment qu'il faut partir des réalités. Il faut aussi interroger sur les sujets qui concernent parfois aussi les plus anciens. Hein. C'est pas la question du pouvoir d'achat, la question de l'accès à la santé, la question du logement. Hein. Je reviens là-dessus. Tout le monde le sait, c'est une bombe à retardement. Le logement en France est en train de se péter la gueule en termes de construction. Est-ce que le monde mutualiste, il n'a pas un truc à jouer ? Dernière question plus personnelle, à quoi vous vous raccrochez, vous, aujourd'hui, pour continuer à vous engager 30 ans après? D'abord, moi, j'ai des engagements bénévoles autres que mon boulot. Qu'est-ce qui vous tient pour continuer? Je vais vous dire, la conviction qu'on peut changer le monde. Moi, j'aime bien cette idée alors un peu utopique, moi j'aime bien les utopies mobilisatrices. C'est-à-dire, j'aime pas la recherche du grand soir, j'ai jamais cru qu'il allait arriver. Hein. Souvent, c'est douloureux le lendemain matin. Mais c'est de se dire qu'on peut changer le monde, on peut le rendre meilleur, on peut le rendre plus juste, et qu'il y a des combats à mener pour ça, et que c'est collectif. Et franchement, quand c'est avec de la convivialité dans la rencontre de l'autre, et qu'on apprend des autres, et c'est ça, je crois, le mutualisme, qui est aussi un produit de l'éducation populaire d'une certaine manière, ça suffit déjà à surpasser parfois des craintes légitimes sur la situation du monde. Et c'est un moteur de l'engagement. Il peut y en avoir d'autres. Hein, mais en tout cas, oui, d'avoir la conviction qu'avec d'autres, on peut changer le monde. Merci beaucoup, Laurent Berger. Merci. On peut rejoindre pour quelques minutes, si vous voulez bien, Carole, Isabelle et Caroline, pour prendre une question peut-être dans la salle éventuellement. Prendre une question, en effet. Alors, nos volontaires sont en salle pour vous passer le micro. Est-ce qu'on a une question? Vous avez une super belle opportunité de pouvoir poser vos questions à nos 3 invités. Je vous laisse lever la main pour qu'on puisse vous identifier. Alors, est-ce qu'on a une question en salle? Si pas de question, est-ce que vous vouliez rebondir peut-être, Isabelle ou Carole, sur les propos de Laurent Berger? Vous avez entendu un point sur lequel vous avez envie d'appuyer en particulier? Peut-être juste un point, peut-être qu'on est arrivé aussi à la fin de l'ère des idéologies, des grands récits, et qu'il faut effectivement retourner au plus près des personnes qu'on protège, au plus près de leur quotidien. Et la mutualité a cette force de leur être utile dans les difficultés qu'ils et elles rencontrent. Je pense que ça, c'est fondamental. La compréhension aussi de la plus-value mutualiste, elle est sans doute là. Le travail en proximité. Oui, moi j'ai
Deux sujets, enfin il y en a plein parce qu'on s'est beaucoup fait écho à ce qu'on a pu exprimer l'un et l'autre. Mais le premier sujet sur le statut n'est pas vertu, vraiment c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on revienne beaucoup aujourd'hui parce qu'on a évoqué un des enjeux du Congrès, c'est la question de la financiarisation de la santé. Et il y a toute une réflexion sur le non lucratif et le lucratif. Et en fait, le sujet sur la financiarisation de la santé, c'est aussi attention parce qu'il y a aussi des faux-nez associatifs qui participent de la financiarisation de la santé, qui ont pourtant le statut du non lucratif et qui du coup ne vont pas servir les intérêts et les ambitions que nous portons. Donc je pense qu'effectivement, ça fait partie des réflexions que nous devons avoir pour l'assumer pleinement. Et puis, il y a autre chose qui fait écho à ce que moi, je dis beaucoup dans les assemblées militants, c'est le bugne-à-bugne. C'est-à-dire que le bugne-à-bugne, c'est pas la révolution du grand soir, c'est tous les jours déconstruire des éléments avec les gens que nous rencontrons, que ce soit les adhérents, mais que ce soit y compris toutes les personnes avec lesquelles on est amené à côtoyer. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, renvoyer à notre engagement militant, c'est aussi une démarche finalement de conviction, et c'est ce qui participe de la bataille des idées, de la bataille culturelle, et aussi de la bataille des mots. On évoquait la question des jeunes et le fait qu'ils puissent identifier ou non ce qu'on est. Je pense que là, la bataille des mots, elle est essentielle, parce qu'ils n'ont pas forcément le même logiciel que nous, par rapport à quoi on a été baignés, nous, avant. Pour autant, on l'a vu, y compris hier dans le vidéo, les valeurs sur les questions de solidarité, le faire ensemble, du collectif, elles sont bien là. Et donc du coup, peut-être qu'il faut qu'on apprenne à avoir des mots, une bataille sur les mots, qui leur parlent à eux et pas qui nous parlent à nous-mêmes. Parce que nous, quand on utilise nos mots, on se parle à nous-mêmes parce qu'on est convaincu de ce qu'on fait nous-mêmes. Mais si on n'utilise pas ce qui, eux, va les interpeller, eux, on peut pas s'entendre. Et je pense que là aussi, on a une réflexion à mener là-dessus. Très bien. Alors, je ne sais pas si on a le temps de... Non, je suis navrée, monsieur. Je sais que vous aviez le micro, mais on est malheureusement contraint. On va laisser la place. On va prendre la question quand même. Ah, on prend une question. On prend une question. Alors, où était le monsieur pour la question générale, on va prendre la question de monsieur. Vous aviez le micro, c'est bien ça? Je ne sais pas. Où était la question, monsieur? Ici. Rapidement, monsieur. Vous apporte Adressez votre question, je vous en prie. Alors, il a été question du logement et on parle de l'intégration des jeunes. Où en sommes-nous et que pensez-vous des attentes des jeunes sur le sujet du logement multigénérationnel? Réponse rapide, Laurent Berger. Ouais. Ah oui, juste, moi je pense que c'est une des réponses, mais ce n'est pas forcément la seule réponse. C'est-à-dire, d'abord, les jeunes, ce n'est pas quelque chose d'uniforme. Donc on peut avoir de l'appétence quand on est jeune pour un logement multigénérationnel, etc. Nous, on finance aujourd'hui des projets sur des jeunes, des projets de logement entre des jeunes qui sont en situation de handicap et des jeunes qui ne le sont pas. Ça fonctionne bien pour des gens qui le veulent. Pour d'autres, ils ont envie d'avoir un logement à eux où ils rentrent et ils sont seuls, etc. Il faut que ce soit multicanal sur la question du logement. Mais en tout cas, faut remonter sur le cheval sur ce sujet-là parce que c'est un sujet central. Juste, je voulais répondre sur... On a besoin de répondre aux problèmes concrets, logement, etc. et en même temps de porter une vision pour la société qui nous mobilise pour savoir vers où on veut aller. Et c'est tenir ces deux bouts-là de la ficelle qui, je crois, est une responsabilité du monde mutualiste. Ce sera la deuxième et la dernière question. Merci beaucoup, madame. Si vous pouvez vous lever, merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Je suis formatrice PSSM France, la formation des premiers secours en santé mentale. Et vous êtes tous avec un discours assez uniforme en termes de passage à l'action. Et connaissez-vous la formation PSSM et qu'en pensez-vous? Alors, on aura l'occasion d'en parler demain, puisque Muriel Vidalin, qui est la présidente de Premier Secours en Santé Mentale, sera présente sur la séquence Santé Mentale. Vous connaissez ce mouvement qui permet de former en fait des personnes de difficultés, c'est ça? Vous pouvez nous confirmer? Tout à fait, c'est la formation de 14 heures qui, à la suite de ces 2 jours de formation, vous devenez secouriste en santé mentale et vous apprenez à détecter les signes et les symptômes des personnes qui ne vont pas bien. De l'adulte, les jeunes aujourd'hui la voient chez leurs parents, chez leurs proches. Donc les jeunes d'aujourd'hui qui sont eux aussi dans la société.
Merci beaucoup. Alors, on le Merci rappelle, beaucoup. on en parlera demain en effet. Et merci pour votre intervention. Merci à tous les trois. Merci beaucoup pour vos éclairages. C'était passionnant d'échanger avec vous. Merci Isabelle, Carole et Laurent Berger. Merci. Je laisse rejoindre la salle. Merci beaucoup. Et on va réaménager la scène en quelques minutes maintenant. C'est de la prouesse technique. Le temps d'accueillir dans un instant Madame la ministre Catherine Vautrin. Puis vous découvrez le programme ici dans les plénières. On parlera d'intelligence artificielle tout à l'heure à 11h après l'intervention de la ministre. Il y aura une courte pause entre les deux. Et puis ensuite... De dérèglement environnemental. On adressera en effet le sujet de manière plus large. Et puis on verra donc, comme je le disais tout à l'heure, comment le mutualisme peut rester lisible, peut-être aussi plus désirable, ou en tout cas le redevenir, parce que certains considèrent qu'il ne l'est plus désormais, mais ça, ce sera l'objet du débat tout à l'heure. Et vous avez également à l'écran s'affiche des solutions. Vous allez pouvoir retrouver plusieurs sujets, plusieurs thématiques phares pour la mutualité française tout au long de la journée. N'hésitez pas à y participer et à aller voir les différents espaces qui vous sont mis à disposition. On peut aussi vous recommander de vous hydrater. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude de la semaine, journée canicule ici à Agen. Donc, mais je pense que vous aurez l'occasion. Puis ce soir, vous pourrez beaucoup vous hydrater à l'occasion de la soirée et de la fameuse troisième mi-temps qu'on évoquait hier dans la table ronde d'ouverture. Il va être temps maintenant d'accueillir la ministre.